Croyez donc appartenir à une aristocratie des lecteurs. Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si j'y appartiens. Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie de lecteurs. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. Qu'est-ce que je fais? Je veux pas le dégommer à l'arbalète, quand même. On les a amenés là, avant ils lisaient Nous deux ou La vie en fleurs. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que avant les gens étaient humbles devant finalement la littérature, alors que maintenant, ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris maintenant. Ce qu'ils n'avaient pas avant. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Bonjour et bienvenue sur Radio Sapristi, l'émission de radio de l'association Sapristi sur Fréquence Mutine. Si vous ne connaissez pas, nous avons deux librairies solidaires, l'une juste après le pont du Recouvrance sur la gauche et l'autre à la PAM au centre-ville derrière Dialogue. Donc nous récoltons des livres de particuliers et de professionnels afin de les revendre pas cher. Et Sapristi, c'est aussi une équipe de bénévoles motivés qui seront ravis de vous accueillir en boutique. Et maintenant, moi je suis Nito et en face j'ai Anaïs. Comment vas-tu, Anaïs? Mais ça va et toi? Oui, ça va bien. Pourquoi t'arrêtes de parler? Ça fait bizarre d'un coup. Oui, ça va très bien. Juste, on est sur Fréquence Mutine. On est sur Fréquence Mutine, 103.8. exactement. Et je suis avec Étienne de Airglass Studio et Coralie de Salut. Airglass Studio. C'est ça. Vous allez bien tous les deux? Très bien, on est ravis d'être là. C'est une grande Bah, c'est première, une magnifique. émission longue à la radio, donc c'est chouette. Un peu intimidé quand même. Ouais. Ah, C'est ne vous vrai. inquiétez pas. Faut pas stresser, hein. Ici c'est tranquille. Alors du coup, c'est quoi Airglass? Airglass, c'est un studio d'illustration brestois qu'on a créé en 2019, donc qui va fêter ses 5 ans bientôt. Ouais. Donc à deux, Coralie et moi, Étienne. D'accord. Et ça veut dire quoi? Alors, Eorglass, donc Eor, ça veut dire encre, comme l'encre de bateau. Est-ce que je peux tenter une explication? Glace, je crois que c'est la couleur de la mer, non? C'est pas ça? Ouais, exactement. Yes. En fait, c'est un mot qui n'existe pas vraiment en français, puisque certaines personnes disent que c'est bleu. Bleu ou vert, ouais. Près de Quimper, je crois qu'on dit Mm. plutôt que c'est bleu. Ici, c'est plutôt vert. Et en réalité, c'est une couleur qui désigne la couleur de la mer. Et je crois même plus généralement un peu de la nature. Voilà. Certains peuples, D'accord. inuits notamment, ont des mots pour désigner la couleur de la neige. Oui. Et la couleur de la nuit aussi. il me Ouais, c'est semble. ça. Et en Bretagne, c'est la mer. Donc, on trouvait ça assez poétique. Et pour la petite histoire, il y a aussi deux façons de l'écrire. Nous, on l'écrit avec un S. C'est souvent le cas dans la région Glace, du coup, Nord ouais. Finistère. Et dans le Sud Finistère, c'est plutôt un Z. D'ailleurs, on le voit assez souvent Glace, plutôt avec un d'accord. Z. Ouais. Et du coup, on dit Airglass ou Airglass? Ça se prononce quand même Eorglass. Ouais. Ah, On avait D'accord. beaucoup hésité sur le Z, le S, puisque le Z est plus répandu, mais en même temps, le S, une linguiste nous avait dit que le S, c'était vraiment le Finistère Nord. Donc, on s'est dit qu'on allait garder le S. d'accord. D'accord. Du coup, je voulais savoir comment vous vous répartissez la charge. Enfin, parce que du coup, j'ai bien compris qu'Étienne, tu étais l'illustrateur. C'est ça. Mais j'ai aussi compris que dans le monde de l'entrepreneuriat, on ne fait pas que dessiner. Du coup, vous êtes deux. Qui fait quoi? Allez-y, c'est bon, vous avez 5 minutes. C'est vrai qu'on a la chance d'être deux, ce qui est pas si courant que ça, en tout cas dans nos métiers. On imagine souvent l'illustrateur ou l'artiste, le graphiste, par exemple, tout seul, et ce qui est souvent vrai. Et nous, on a la chance d'être à deux. Donc effectivement, moi, j'ai plutôt vocation à mettre la main à la pâte sur le papier. Donc je dessine et Coralie va pouvoir porter, elle pourra donner un niveau de détail supérieur à ce que je m'apprête à dire, mais elle va porter toutes les fonctions support annexes qui sont indispensables à une petite entreprise comme la nôtre et me permettre moi de me libérer du temps de production. Alors ça ne veut pas dire que je fais que dessiner, j'ai aussi d'autres activités à gérer, mais j'ai quand même un temps de création qui est supérieur à celui qu'ont le luxe de pouvoir s'offrir la plupart des artistes comme nous.
D'accord, du coup, toi, tu fais quoi alors? Alors moi, ça va être assez variable en fonction des moments de l'année. Il y a des moments de l'année où je vais faire quasiment que de la logistique, puisqu'on a une boutique en ligne et un réseau de distributeurs qui est assez solide maintenant aussi. Donc ça veut dire que je vais faire concrètement beaucoup d'emballages, cartons, expéditions, étiquettes Colissimo, etc. Donc ça, c'est un petit peu toute l'année, mais surtout beaucoup à certaines périodes, comme au printemps ou au moment des fêtes, par exemple. Et dans les périodes qui sont un petit peu plus creuses au niveau de la logistique, je vais faire tout ce qui est démarchage, par exemple, pour avoir de nouveaux points de vente. Je m'occupe aussi de tout ce qui est administratif, donc factures, devis, etc. Les réseaux sociaux, voilà, tout ce qui est un petit peu annexe. C'est pareil quand on a de temps en temps des événements. Ça peut être le salon de la BD ou bien la location d'un petit stand sur un événement. C'est aussi quand même plutôt moi qui vais porter le côté commercial et j'allais dire commerçante. C'est logistique et communication, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord, mais parce que du coup, en fait, moi j'avais vu que tu avais fait l'école de commerce de Rennes. Oui. Et après, tu avais travaillé dans le marketing pendant 5 ans en banque, c'est ça, non, il me semble? Ouais, effectivement, j'ai pas du tout de formation artistique initiale. Donc, clairement, je suis un peu illettré, donc je me soigne aujourd'hui. Mais à la base, j'ai pas de formation artistique. J'ai mis du temps avant de trouver ce que je voulais faire. J'ai fait la fac d'éco-gestion à Brest, ici, pour démarrer. Et puis ça me plaisait pas trop. Je suis parti en langue et puis voilà, au fil de l'eau, j'ai réussi à me rendre compte que le marketing, sans être jusqu'à dire que j'étais passionné, m'allait plutôt pas mal. Et donc j'ai démarré ma carrière pro dans le marketing. D'accord, donc tu as fait l'école de commerce et ensuite tu as été en fac, c'est ça? Non, j'ai fait l'inverse. En fait, d'accord. J'ai fait la fac jusqu'à mon master. Et puis la direction prenait mon master 2, me plaisait pas trop. Et puis j'ai filouté pour faire ma dernière année en fait en école de commerce, pour valider un master 2 en école de commerce. Et pour revenir à Brest aussitôt, donc ça c'était à Rennes, pour revenir aussitôt à Brest dès que j'avais mon diplôme. Et toi, Coralie, c'est quoi Moi, j'ai un master d'enseignement, en fait, oui, d'accord. une formation d'enseignante à la base, voilà. Et j'enseigne toujours aujourd'hui à temps partiel. Mais, d'accord. Ouais, c'est une activité qui me prend pas 7 jours sur 7, donc voilà, j'ai les deux. T'as fait quel diplôme du coup? Un master. Lettres peut-être ou non, lettres modernes non, moi j'ai fait une licence de droit. Ce qui n'a rien à voir, mais une licence de droit et ensuite j'ai raccroché un master d'enseignement. Voilà. D'accord, okay. Après. Le fameux master MEF. C'est ça, exactement. Celui où tu dois faire le master complet, plus en même temps travailler le concours, etc. C'est ça. Et que les journées n'ont que 24 heures et qu'il en faudrait 48. Bah oui, mais tu vois, ça m'a bien habituée puisque du coup maintenant j'ai 2 vies et bah écoute, c'est cool. 2 métiers et ça me va bien comme ça. Donc, Ok. Bon bah écoute, du coup, en fait, c'est assez marrant parce que techniquement, on aurait pu penser que c'était toi qui aurais fait l'aspect commercial, en fait. Ouais. Et finalement, c'est toi qui dessines. Et finalement, c'est Coralie qui s'occupe du démarchage. Du coup, pour vous deux, en fait, finalement, c'est de l'intuitif, en fait. Ou pas? Ouais, exactement. Alors moi, je m'occupe de la partie commerciale uniquement sur ce qui concerne les affiches. Voilà, en fait, Hourglass Studio, c'est plusieurs domaines. Oui. Il y a les affiches qu'on vend dans les librairies, papeteries, y compris à Sapristi. Oui. Donc ça, effectivement, ça va plutôt être géré par moi. En revanche, il y a aussi toute une partie, ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire travailler avec les entreprises. Et là, c'est entièrement porté par Étienne. C'est plutôt ça que faisait Étienne dans son ancien métier. Donc, Ouais, c'est ça. Effectivement, j'ai gardé un petit bout de ce que je faisais avant. Alors effectivement, ça ressemble... Enfin, mon métier aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec ce que je faisais quand je travaillais dans le marketing. En plus, je travaillais dans la banque, donc vraiment rien à voir pour le coup. Mais j'ai quand même gardé un petit bout de ce que j'avais l'habitude de faire. Et c'était la capacité que j'avais développée à communiquer avec des entreprises, tout simplement. Et du coup, je suis plutôt à l'aise aujourd'hui pour aller toquer à la porte d'entreprises. Et donc, ce pan-là, effectivement, je l'ai conservé. Communiquer avec elles en vue de travailler, d'avoir du travail à la fin avec des entreprises du coin et d'ailleurs. Oui, d'ailleurs je voulais vous demander, vous avez développé des partenariats avec des grands groupes justement, comme on peut citer la Marine Nationale, Bibus, La Penarbed, aux Paysans Bretons, et vous allez faire aussi la fiche du Festival du Bout du Monde de 2024, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça fait quand même sympa, ça. Ouais, ça fait quand même des très grands partenariats en fait. Du coup,
c'est comment vous les avez fait pour les démarcher Est-ce que c'est ton expérience C'était peut-être un appel à projet ou un truc comme ça, du coup, non? comment ça s'est Pas du passé tout. en fait parce que ça, c'est que ce qui tenait sur ma feuille, parce que sinon, ça va être un peu chiant à la longue de citer toutes les marques sans vous faire du poil à reluire, mais vraiment. On les force à travailler avec nous. T'as forcé la Marine nationale, toi. Waouh. Souvent, alors les appels d'offres, typiquement, c'est vrai que nous, on s'y lance rarement parce qu'ils sont très D'accord. coûteux en temps et on peut vite se noyer dans les démarches qui prennent du temps et avec beaucoup d'incertitudes parce que finalement, on est Pas sûr d'être prise. Effectivement, on est mis en concurrence directe avec d'autres artistes, donc c'est quelque chose qu'on évite. Et nous, en général, on préfère rentrer par la petite porte plutôt. Un des premiers jobs qu'on a eu, par exemple, c'était avec Bibus. Et c'était pas du tout pour un projet ambitieux parce que c'était pour réaliser la carte de vœux de l'entité Bibus. C'était fin 2019. Ouais. Et donc, ça s'est bien passé. Et souvent, ce qui se passe quand ça se passe bien avec une entreprise, c'est que ils vont penser à nous aussi pour d'autres sujets après. Et des fois, le sujet, il va être un petit peu plus ambitieux que le premier, si ça s'est bien passé. Et donc, de fil en aiguille, on est sollicité sur des projets un petit peu plus importants de communication interne, puis de communication externe pour le grand public, etc. Donc, souvent, on démarre par un tout petit projet. Et la carte de vœux, c'est le super bon exemple quand on est illustrateur comme nous, de démarrer parce qu'il y a de risques pour personne finalement. Si ça se passe bien, tant mieux, on a une jolie carte de vœux. Et pour l'entreprise, si ça s'est pas super bien passé, c'est pas non plus structurant. La carte de vœux, c'est pas trop grave. Mais c'était interne la carte de vœux? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'était interne ou pas? Parce que moi, j'ai pas reçu de carte de vœux de Bibus. Je crois que c'était interne, ouais. Ouais, je sais pas qui l'avait envoyé finalement cette carte de vœux. Mais toujours est-il que au fil des mois, on a été sollicité pour d'autres sujets. Alors pas toujours. Des fois, c'était de l'interne. Je suis souvent quand même amené à travailler sur des sujets de communication interne. Dans les entreprises de grande taille, on va dire, ils ont autant besoin de communiquer à leurs salariés et à leurs partenaires qu'ils ont besoin de communiquer à l'extérieur. Donc il y a plein de choses qu'on fait qui finalement sont assez intimes à l'échelle d'une entreprise. Elles ne se voient pas au grand public, mais qui me plaisent tout autant en fait. J'aime bien essayer de me mettre dans la peau d'une entreprise le temps d'une illustration, de comprendre comment elle fonctionne. Et puis c'est pas grave si l'illustration elle n'est pas visible de tous. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'était plus ou moins, j'allais dire, comme il dit, Erwan, c'est de l'interne finalement. Et du coup, quand c'est de l'interne, ils peuvent voir comment vous fonctionnez et votre réactivité là. Et en fait, vous apprenez à avoir une relation de confiance entre guillemets. Et ensuite, ils vous lancent dans la communication publique, on va dire. Après, c'est pas évident parce que chaque entreprise a une espèce de patte graphique propre à l'entreprise. On peut en parler, si vous voulez, du coup, il faut que tu t'appropries ça pour sortir un truc qui te correspond à toi en plus. Parce que non, je me trompe Si, exactement. D'accord. Parce que, juste pour les auditeurs, j'ai vu les affiches que vous avez fait pour la Marine nationale qui sont totalement différentes. Dans votre style, ton style, tu le décris comme un peu tourné vers la jeunesse, vers le fantastique. On a de la rondeur. Nous, on pense par exemple quand tu fais Linktober, qui sont vraiment des choses très douces, avec des couleurs très pastel. Ouais. Je décris bien? Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Et pourtant, quand j'ai vu tes affiches dans la Marine nationale, ça avait un côté un peu quand même doux, tu vois. Ouais. Mais en même temps, le trait était beaucoup plus nerveux et beaucoup moins doux, arrondi que pour ce que tu avais fait pour les affiches que notamment on a à Sapristi, où il y a des géants de pierre qui sont endormis. Là, on sentait que le bateau, il était... volontaire et déterminé. Conquérant, exactement, conquérant, c'est le terme que je veux dire. Du coup, en fait, comme ça rejoint ce que disait Erwan, finalement, est-ce qu'il y a une ligne directrice de la part des entreprises ou est-ce que vous faites des propositions de différents styles, puisque je sais que tu fais différents styles avec différents matériaux, on va dire. Ouais, effectivement, il y a une différence une grosse différence entre les illustrations qu'on est amené à réaliser pour nous, entre guillemets, c'est-à-dire quand on a le choix du sujet qu'on va illustrer,
Et quand on le fait pour des illustrations qu'on va partager sur les réseaux sociaux ensuite, d'un côté, et entre les illustrations qu'on est amené à réaliser pour des entreprises, c'est que quand on crée pour des entreprises, on va servir un objectif. Des fois, c'est un objectif commercial, si c'est une pub par exemple, ou des fois, c'est simplement un objectif de bien diffuser un message avec une bonne tonalité. Si c'est en interne, par exemple, il faut que ce soit calibré pour que vraiment tous les messages soient bien reçus. Et donc, c'est en cela que le style, notre style d'auteur, entre guillemets, celui qui est un petit peu naïf, jeunesse, avec des envolées un peu oniriques, des fois, il est un petit peu en retrait parce qu'il ne permet pas toujours de bien diffuser le message qu'on veut diffuser. Donc souvent, l'entreprise nous arrive effectivement avec une forme de brief. D'ailleurs, des fois, c'est plusieurs pages, des fois, c'est un brief ticket de métro, c'est tout petit, mais il y a quand même un objectif à servir à la fin et qui implique que on sorte un petit peu du périmètre de ce que nous, on fait intuitivement quand on n'a aucun sujet qui nous est imposé. Il y a certains types d'entreprises ou certains domaines où, disons, ils sont plus sensibles à notre style d'auteur. Je pense par exemple, quand on travaille avec des entreprises de puzzle, généralement, elles viennent nous voir précisément pour notre style. Les grandes entreprises, c'est différent. Parfois, elles viennent nous voir pour notre style, mais parfois plutôt pour, je dirais, l'expertise d'Étienne en dessin, mais pas spécialement pour son style. Ça va dépendre de pas mal de choses. Ça dépend aussi beaucoup de est-ce que c'est nous qui avons démarché l'entreprise ou est-ce que l'entreprise est venue nous voir. Souvent, quand on démarche les entreprises et qu'elles nous rappellent ensuite, c'est qu'elles ont vraiment, vraiment flashé sur notre style et qu'elles veulent quelque chose de similaire, quoi. Quand ce sont elles qui viennent nous voir, elles ont souvent déjà un projet en tête et du coup déjà un petit peu des intuitions et ça colle pas forcément toujours. D'accord. Voilà. Il y a des gens que vous avez dû refouler. On est entre nous, vous pouvez balancer des noms. En fait, oui et non. En fait, refouler non. En fait, on est un peu comme tout le monde quand on est et surtout quand on est créatif, il y a des sujets, on aimerait bien tout faire. Nous, clairement, on aimerait bien tout faire, sauf qu'on peut pas tout faire. Donc, au bout d'un moment, on est obligé de faire des choix. Et par exemple, au début de notre activité, on embarquait absolument tous les sujets qui touchaient de près ou de loin à la créativité, et notamment les sujets liés au graphisme. Les logos, les sites internet, les environnements graphiques, etc. On prenait tout. Et puis, on se détache maintenant des sujets liés au graphisme, par exemple, pour se consacrer aux sujets qui sont exclusivement liés à l'illustration. Donc, c'est des choix qu'on est amené à faire. Donc, on n'a jamais été amené à dire un non catégorique à quelqu'un qui vient nous voir. Ça nous est pas arrivé, ça nous arrivera peut-être un jour, mais ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Je crois pas. Non, en tout cas, pas volontairement, en fait. Ça peut arriver pour des problèmes de timing, par exemple, ce genre de choses, de contraintes techniques, en fait. Mais non, on s'est jamais dit, lui, on veut surtout pas travailler. Par contre, on en discute beaucoup entre nous et on a une petite liste de no-go. On s'est déjà dit, si telle entreprise ou telle personne vient nous voir, là, on trouvera une excuse, quoi, parce que clairement, ça nous intéresse pas trop, quoi. D'accord. Notamment au niveau politique, par exemple. Oui, justement, c'est ce dont j'étais en train de penser. Pas de parti politique, en fait. Non. D'accord. On a nos propres convictions, mais c'est vrai qu'on essaie plutôt d'explorer d'autres sujets. Airglass, en tout cas, quand on choisit les sujets, on aime bien plutôt aller rester dans nos délires d'exploration, de découverte, de mer, et plutôt diffuser des ondes positives. Oui, si vous allez dans le politique, ça va donner une couleur tout de suite à tout, en fait. Ça va polluer un peu le reste. Excuse-moi. Si demain, Sea Shepherd nous contacte, par exemple, ce sera un grand oui. Il y a des chances. Mais, en fait, vous avez des convictions, mais d'un autre côté, les partis politiques, c'est trop clivant, on va dire. Si je puis dire, c'est ça, non ? Même des engagements, des fois, c'est pas toujours directement politique, mais je pense il y a des artistes qu'on adore et qui clairement ont pris cette direction. Je pense à Mathieu Persan, qui est un artiste qu'on adore suivre et qui, lui, a des convictions qui, par ailleurs, sont souvent proches des nôtres. Assez proches des nôtres. Mais c'est clairement la couleur qu'il a donnée à ce qu'il fait. Et on attend aujourd'hui de lui son regard quand on va regarder ce qu'il fait. En général, nous, on est en phase avec ce qu'il dit, mais c'est très percutant, mais c'est une direction qu'il a prise. Et clairement que nous, on ne souhaite pas, en tout cas aujourd'hui, on a le temps de changer d'avis, mais qu'on ne souhaite pas mettre dans Airglass Studio.
D'accord, très bien. Bon, alors il est 18. Nous allons donc faire une petite pause musicale, Erwan. Et je suis en D'accord. avance, c'est fou. Oui, C'est c'est pas de mieux en mieux, c'est de plus en plus tôt. Ouais, là maintenant je fais même avant. Là tu vois, il est 19 et je te Ouais. lance. Alors qu'avant c'est 23, 24. Bon, Vas-y. comme d'hab, j'ai fouiné dans la discothèque de Sapristi et je suis tombé sur un album de T.O.T., Times of Trouble. Mhm. Voilà. Et je vais vous passer la chanson Children. C'est entre le trip-hop et la soul, je dirais. Oh. C'est vraiment pour commencer la journée tranquillement sur Fréquence Mutine. Wouhou. Si Merci. j'arrive à lancer tout. Mais Ah ah. c'est bon. You guys are to have this radio station. I'm coming from Arkansas, and out there we don't have anything like this radio station. I know Amy and Jenny George, they brought me down here today. Public radio, you can come in here off the street. Children. Sit here and talk to them and look at them. Children. Public radio, and we need your support. That's working. That's great. Et nous voilà de retour sur Radio Sapristi, sur Fréquence Mutine. Et tout de suite, du coup, nous aurons la... Mince, excusez-moi.
Et tout de suite, la rubrique de Baptiste qui va nous faire, du coup, sa gaz à sapristi. Sa gaz à sapristi, ouais, tu sais pourquoi ? Non. Tu te rappelles de Pierre Lesmelou ? Ça me dit quelque chose. Et ouais, le Stade Brestois a encore gagné dimanche avec un but de Pierre Lesmelou, mais c'est absolument infernal ce truc. Mais on va pas en parler à chaque fois, si on fait que de gagner, ça va être long, non, tu trouves pas ? Je t'entends pas. Pourquoi ça me... Là, vas-y, je t'entends. Tu m'entends là ? Ouais. Mais tout ça pour dire que c'était peut-être pas très intéressant. Moi, je m'entends pas dans le casque. Donc... Mais ouais, Sagaz à Sapristi, bah déjà, je suis ravi de recevoir Eorglass Studio parce que c'est important pour nous. Ils font partie des premiers projets à nous avoir soutenus en effectuant des dons d'affiches. Et c'est grâce à ce genre de petits gestes qu'on en est là où on en est aujourd'hui, tu vois. Ouais. Moi, je me rappelle surtout du magnifique suite qu'on a eu. Oui, le suite des marées. Mais j'allais y venir, ouais. Mais il y a eu les affiches. Vous vous rappelez, on cherchait les défauts des affiches, on n'en trouvait pas, mais après c'était bien. Donc du coup, non, c'est cool. Et puis il y a Eorglass Studio qui a aussi conçu les affiches des marinades. Donc autant vous dire qu'on sera liés à tout jamais, en fait, jusqu'au bout de notre vie. On sera beau. Ensemble. Ouais. Donc non, c'est cool de vous recevoir. Et en fait, je voulais parler du programme de Sapristi, mais tu peux me donner mon ordi, s'il te plaît, j'ai oublié. Tu l'as pas en tête ? C'est terrible parce que c'est vraiment la chronique la plus bancale du siècle, mais tout ça pour dire que Brest a gagné grâce à un but de Pierre Lesmelou. Oui, on a compris. Pierre est ravi de recevoir Eorglass Studio. Et juste pour faire un point sur le programme du mois, parce que justement, Sapristi, c'est aussi faire vivre les deux boutiques. Donc hier, on a eu l'atelier dessinerie avec l'illustratrice Isabelle Astémat. Donc c'était chouette, c'était un atelier parents-enfants pour dessiner une BD. Donc tu vois, tout se tient. C'est cool ça. On reprend le club de lecture le 11 mars à 19h. Les cafés philo sont de retour le 14 mars à 9h. L'atelier théâtre, c'est toujours le dimanche pour les petits de 8-14 ans. On reprend Radio Sapristi le 19 mars à 10h. Vous connaissez les invités ? On en discutera du coup. Ouais. Deux, trois trucs à confirmer. On peut pas avoir le programme en tête. Non, et puis on en a parlé tout à l'heure. Même si on est de grands professionnels. Mais... Bien sûr. On va participer à la journée citoyenneté de la cité scolaire de Kérichen. Ça c'est cool, c'est l'occasion de sensibiliser un petit peu les élèves sur notre démarche et autant dire qu'on a des choses à dire. L'atelier des jeunesses du mois, c'est le 23 mars à 10h30 pour les 3-6 ans. Le thème, c'est joli, ça va plaire, c'est différent, mais comme toi. Ok. Là, je t'ai fait un clin d'œil, les gens voient pas. Non, c'est pas radiophonique. Non, c'est pas radiophonique. Le 23 mars à 20h, on a le concert de Nance Vassan. A priori, c'est la poésie un petit peu musicale. Ok, bien. C'est gratuit, ouvert à tous, c'est à 20h, on va bien se marrer. Enfin, se marrer, je sais pas si on va se marrer, mais on va bien kiffer en attendant. Et le truc que je kiffe, moi, je suis content de recevoir ça, on va accueillir notre premier atelier généalogique. Ok. Ouais, c'est chouette. Voilà, je connais pas le domaine, donc je peux pas trop vous en dire plus, mais on vous en dira plus sur nos réseaux sociaux. Pour en savoir plus sur nos origines ou un truc comme ça ? Exactement, ouais. Okay. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire aussi. Ouais. Tout ça pour dire que Brest a gagné, que je suis content de voir Eorglass Studio et que le programme du mois de mars, on va se régaler. Et je vous souhaite une très bonne émission. Merci bien. Et Baptiste avait volé le micro d'Anaïs, mais il va lui rendre sous peu. Voilà. Bon, bonjour Anaïs. C'est de retour moi. Bon. Eh bien écoutez, nous sommes de retour avec Étienne et Coralie. J'ai failli dire Caroline. Je savais que j'allais. C'est bien aussi. Je savais que j'allais faire la bourde à un moment donné. Ça n'aurait pas été la première fois. C'est pas le télégramme qui a du mal à viser juste sur nos prénoms, historiquement. J'ai été Caroline, Camille. Je crois que j'étais qu'une seule fois Coralie dans le télégramme. J'ai pas remarqué ces petites coquilles-là, parce que j'ai regardé beaucoup dans le télégramme. La version en ligne, ils corrigent à chaque fois quand on leur dit non, c'est bien Coralie, hein, mais on a les papiers. Les papiers, ils peuvent pas trop, non. D'accord. Bon, du coup, on parlait tout à l'heure, on parlait justement de démarcher des entreprises et de la manière dont le faire. Et en fait, et aussi, on va dire, les coulisses de l'entrepreneuriat qui fait que quand on pense qu'un illustrateur ne fait que de l'illustration, il a aussi... combien de temps ça peut représenter, en fait, au final, la partie illustration pour je précise, pour une personne seule. Un auto-entrepreneur qui nous écouterait, qui voudrait se lancer, par exemple, en illustration. En pourcentage, ça fait combien de l'illustration pure et après la démarche, l'administratif, le démarchage et tout ça. À combien tu estimes le pourcentage ? En fait, il n'y a pas de vraie réponse. Ça va dépendre du temps
qu'on est chacun prêt à y mettre. Bon, il y a des trucs incompressibles, hein, clairement la compta et même une partie du relationnel quand on a signé par exemple avec un client. Il y a des temps d'échange qui sont plus ou moins longs, des temps d'appel, des temps d'échange par mail. Il y a tout un tas de choses où là on produit pas du dessin. Même par exemple, moi en général je fais des petits travaux préparatoires avant de commencer à utiliser mon crayon. Je réfléchis un petit peu au sujet de l'entreprise avec laquelle je vais peut-être être amené à travailler, donc verbaliser les choses dans des documents, etc. Donc ça, c'est des temps où on ne dessine pas. Et les temps, tu évoques les temps de démarchage. Ça, clairement, il n'y a pas de règle. On peut choisir ou pas d'y allouer du temps. La bonne nouvelle, c'est que supposément, en tout cas, pour un indépendant, pour un artiste, un créatif, ce temps de prospection, il a plutôt vocation à diminuer avec le temps. C'est au début, en fait, qu'on a le plus besoin d'aller chercher, d'aller au front, hein, d'aller chercher des clients. Avec Maintenant, vous êtes quand même bien connu, quoi. Enfin, c'est vrai. On vient vous voir, quoi, ça que je veux dire. C'est vrai, et voilà. Et justement, en fait, en principe, ça devient plus simple au fil du temps parce que ensuite, passé un certain moment, on va se faire un réseau d'entreprises avec lesquelles on a déjà travaillé. J'en parlais tout à l'heure, avec qui ça s'est bien passé. Ils ont pas, les entreprises, elles n'ont pas vocation à aller chercher 200 artistes différents. Non, si c'est ça se sûr. passe bien avec un, ils vont le rappeler ensuite. Et donc, on a de moins en moins besoin d'aller chercher des entreprises avec lesquelles travailler au fil du temps. Ça n'empêche que nous, on continue à le faire. Des fois, on a des projets de rêve un peu. Ouais, c'est ça. On a des kiffs. Mais c'est bien de se mettre des objectifs. Ouais, c'est ça. Alors et puis on les chiffre pas. C'est simplement on se dit je sais pas, j'aimerais trop faire un puzzle. C'est un truc qu'on s'est dit il y a 2 ans. quelques temps, ouais. Vous l'avez fait ou... Oui, il vient de te le dire. D'ailleurs, c'est la partie de votre boulot que je déteste le plus. Je vous le dis directement. T'aimes pas les puzzles ? Je déteste les puzzles. C'est le truc qui peut me faire perdre patience en même pas 5 minutes. Nous, on s'y est mis du coup pour le projet puzzle, pour savoir ce qui était agréable ou pas dans un puzzle. On en a d'abord fait de camarades. C'est intéressant. Voilà. Par contre, j'ai vu que vous étiez Team Lego sur Insta. Oui. Là, du coup, c'est bon, voilà, ça équilibre. Du coup, on pourra. T'aimes bien les Lego ? Je préfère à avoir choisir, je préfère faire des Lego. Je trouve que c'est un des meilleurs trucs qu'on peut offrir à un enfant. Parce que moi, j'ai plein. Ouais, j'allais dire pour ajouter un petit truc peut-être sur le temps de production, je dirais que ça dépend aussi du modèle économique que le créatif a choisi. Est-ce qu'on a ou pas une boutique en ligne ? Par exemple, ou une boutique tout court, est-ce qu'on vend physiquement ses produits ? Parce que si c'est oui, ça rajoute également du temps de logistique, d'envoi qu'on n'a pas forcément en fait si on se consacre uniquement au dessin pour les entreprises par exemple ou à des projets dans l'édition, etc. Donc ça dépend pas mal. Mais si tu devais quand même donner un pourcentage, je sais pas, moi j'allais dire... T'allais dire combien ? Oui, c'est vrai, parce que finalement, j'ai pas répondu à ta question. Tu as fait une réponse de politique, en fait. J'allais dire, tu pourrais faire de la politique. C'est ce que j'allais dire. Il dit non, pas de parti politique. Par contre, je m'entraîne pour la langue de bois. Sur les sujets je vais répondre quand même. Si on met de côté, effectivement, les mondes de l'édition qui sont super différents de ceux dont je suis en train de parler, et puis, effectivement, l'éventuelle vente de produits aux particuliers en direct, etc. Si on parle d'un illustrateur qui est amené à travailler avec des entreprises, si je suis amené à passer 4 heures, 5 heures dans ma journée à dessiner, je suis vraiment très content. La moitié du temps à peu près, je dirais. Ouais. Ça, si j'arrive à passer la moitié de mon temps à dessiner, je suis content. C'est du 50-50 finalement. À peu près. Et du coup, on peut rebondir du coup sur Créatonic, qui est une. Est-ce que vous voulez nous en parler ? Est-ce que c'était une sorte de plateforme d'aide pour les gens qui voulaient se lancer, il me semble ? Ouais, volontiers. C'est un super projet. Donc qui ira pas plus loin que, et on va pouvoir en parler, qui ira pas plus loin que là où il s'est arrêté il y a quelques jours maintenant, mais qui était celui de créer une plateforme pour les créatifs, donc que ce soit des illustrateurs, des graphistes, il y avait vraiment plein de métiers qui gravitaient autour de la création. Le but étant d'apporter des compétences hors du périmètre vraiment technique et créatif. C'était pas des formations, par exemple, comment mieux dessiner. C'était plutôt comment mieux appréhender la prospection, justement trouver des contrats, que ce soit dans l'édition ou avec des entreprises privées, etc. Donc c'était un projet à l'initiative d'Aurore Bay, qui avait monté une équipe et qui avait ensuite été recruté différents professeurs qui avaient, on va dire, qui vivaient confortablement de leur activité avec une
une singularité quelconque dans la manière dont ils travaillent. Donc, nous, on s'était embarqué sur le sujet pour parler de notre capacité justement à communiquer avec les entreprises, à aller chercher des entreprises souvent de taille significative, pour les raisons que j'évoquais juste avant, les besoins qu'elles ont de communiquer en interne notamment. C'est des choses auxquelles on ne pense pas, et pourtant, nous, ça fait clairement partie des choses qui animent notre activité. Et il y avait tout un tas d'autres formations. C'est quelque chose que tu aimes faire. Et ça peut paraître surprenant, mais le démarchage pour toi, c'est pas une corvée. Non, c'est presque un jeu en fait. Mais oui, mais, c'est vrai. D'accord. Et démarchage, tu vois, il y a vraiment l'idée vraiment, tu sais, du mec qui fait du porte-à-porte pour vendre des aspirateurs, tu sais. Et du coup, on n'y est plus du tout, parce que maintenant, il y a démarchage 2.0 en fait. Bah ouais, alors je suis encore un peu vintage des fois. Ah, c'est vrai. Mais par exemple, quand il peut m'arriver quand j'ai envie de prospecter une entreprise, par exemple, plutôt que de lui envoyer un mail, je vais lui envoyer un courrier papier, par exemple. Avec un petit dessin ou quelque chose ? Ouais, alors souvent, ça va être du temps que j'ai passé avant pour essayer de me mettre dans la peau de cette entreprise. Si j'ai une entreprise, je reprends l'exemple du puzzle, on a envie de faire des puzzles, on va essayer d'identifier des entreprises de puzzle qu'on aime bien, et on va se mettre à leur place. Je vais verbaliser un peu les choses, expliquer pourquoi on aimerait travailler avec elles, quel type de projet on aimerait avoir. Alors le puzzle, du coup, on avait envie de faire du 1000 pièces, et en même temps, c'est un peu typé jeunesse notre puzzle, donc on se disait peut-être qu'ils auront plutôt envie de nous faire du 50 pièces. En fait, on fait déjà un projet avant même qu'ils nous demandent quoi que ce soit. On prend un peu d'avance. Donc ça prend du temps. Mais nous, on s'amuse à le faire. En fait, c'est du temps, c'est du temps qui passe super vite en fait pour nous, parce que on prend du plaisir, et souvent c'est la corvée, le démarchage. Nous, on avait envie de partager cette partie de notre boulot qu'on apprécie, et c'est vrai qu'on n'est pas nombreux à l'apprécier, donc expliquer pourquoi. Et vous avez fait du 1000 pièces Oui. Par curiosité. Oh la vache, voilà, c'est. Là, faut aimer ça. Presque que du 1000 pièces c'est finalement. presque que du 1000 pièces. Ah d'accord. Mais vous êtes ces gens-là en fait. Oh. On n'est pas fun, non ? Non, vous aviez l'air sympa et tout. Et du coup, finalement, Créatonique, ça devait être des formations qui devaient durer 12 heures, c'est ça ? Pour chaque personne environ ? Ouais, c'était une dizaine de professeurs pour une douzaine d'heures par professeur, c'est ça ? Et il fallait payer sa formation ? Ouais, en fait, c'était un système de prévente. C'est-à-dire que comme c'était le début du projet, pour financer le projet, Aurore, donc la personne qui a lancé ça, avait imaginé du coup de proposer 10 formations. Et pour que les projets soient validés, il fallait que chaque formation se vende à hauteur de 25 unités. Donc il fallait que chaque professeur fasse 25 formations. Et c'est sur ce point-là que ça a été un petit peu plus compliqué, puisque sur les 10 professeurs qui ont été sélectionnés, on est seulement 3 à avoir atteint et dépassé en fait ce stade de prévente en fait. Voilà. Donc voilà, pour diverses raisons, je pense qu'il y a un mélange de plusieurs choses, mais du coup le projet malheureusement n'aura pas lieu. Donc on est un peu déçus, surtout pour les 40 personnes qui nous avaient fait confiance et qui étaient prêts à nous écouter, à écouter Étienne. C'était Étienne qui portait ça. En fait, on était tous, parce que l'équipe, elle était, ce qu'a mis en place Aurore Best, c'était vraiment incroyable, c'était vraiment très chouette ce qu'elle a mis et je pense que ça n'aurait pas pu mieux se passer, que ce soit pour les élèves ou les professeurs. Mais ces objectifs, ils n'étaient pas là par hasard. Ils auraient permis de lancer le projet dans de bonnes conditions pour les professeurs. Du coup, on aurait pu se dire, allez, on s'en fiche, on y va à fond quand même. Mais c'était quand même on ne pouvait pas vraiment ignorer le fait que les conditions n'auraient pas été idéales pour tout le monde si le projet avait été lancé. Donc c'est l'unique raison pour laquelle ça ne se fera pas, en tout cas pas tout de suite. Mais par contre, du coup, ça donne aux auto-entrepreneurs qui voudraient se lancer des contacts vers ces gens-là. Moi, je pense notamment à la Micro by Flo, qui est un type qui aurait pu me donner envie d'apprendre à faire des factures. Et moi, je vous dis, je n'ai pas ça, à c'est faire très fort quand même. Oui, mais il a l'air super content. Trop marrant. Il est trop marrant. C'est comme le champion de France du tableau Excel, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, je me dis, mais écoute, vas-y, apprends-moi à faire des factures. Malheureusement, j'ai vu c'est là que j'ai compris, j'ai vu le taux de participation. Là, je dis, c'est con.
Mais pourtant, en fait, c'est ça le plus important. Parce qu'il parlait justement, pour avoir discuté avec beaucoup d'auto-entrepreneurs, il disait souvent « Ah, mais en fait, je ne sais pas faire de facture » ou quand je travaille avec quelqu'un, on me donne une facture sur un bout de papier et on ne sait pas trop c'est quoi les normes et tout ça. Et je sais que la micro by Flo, du coup, parlait du fait qu'il y a des gens qui disaient « je t'ai fait une facture, tu verras, elle est super jolie, je l'ai fait sur Canva. » Et moi, ça m'a fait rire, alors que je suis pas du tout auto-entrepreneuse. Je dis une facture, c'est une facture, quoi. C'est un truc, c'est comme si les impôts, ils t'envoyaient des trucs avec des fleurs dessus, quoi. Ouais, mais on n'apprend pas tout ça, en fait. Alors là, je dis on, mais c'est vrai que ni Étienne ni moi n'avons de formation artistique, mais on a souvent l'occasion de parler avec des personnes qui sortent d'écoles d'illustration ou d'écoles d'art, qui ont des compétences souvent hyper solides au niveau artistique, même parfois des compétences incroyables, mais en fait, on n'apprend pas du tout tous les à côté, hein. Donc ça peut être effectivement l'administratif, le démarchage, même juste des choses toutes bêtes, mais par exemple le fait de téléphoner à ses clients, c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça, hein. Il ne suffit pas de décrocher le téléphone, il y a des techniques, des éléments de langage, etc. Et en fait, ce sont des choses qu'on n'apprend pas. Du coup, c'est vrai que nous, on était hyper convaincus. Et même pour nous, il y avait quelques formations qu'on avait envie d'acheter, en fait. On a quand même fait nos factures sur PowerPoint pendant un bon moment, hein, par exemple. On était Et du coup, quel est le logiciel qu'il faudrait utiliser pour faire ces factures, vu qu'on en est à... Un logiciel de facturation, en fait, qui numérote automatiquement. Il y en a plein. Après, nous, on en a trouvé un qui s'appelle Super Indep, pour info, si ça intéresse. Super Indep. Super Indep. Et du coup, il est... Qui est gratuit. Ah, bah non. Déjà. Mais non, on paye un abonnement mensuel. Il est pas mais c'est pas Étienne qui s'occupe des comptes. Ah bah ça se voit. Ce n'est pas gratuit. Mais c'est bien. Ouais, je sais pas, une facture qui ait une petite fleur dessus ou pas, ça, ça reste une facture. Mais tu vois, moi, je préfère que la facture, elle soit réglo et austère qu'à une facture super jolie avec des petites fleurs et des machins. Puis finalement, quand tu l'attends à un comptable, il fait je peux rien en faire en fait. C'est ça, en fait, c'est ça le truc. D'où la pertinence du projet, du projet créatonique. Mais ouais, on y croyait à fond. On y croit toujours. On y croit toujours. Il renaîtra peut-être. Aurore aura peut-être envie de faire quelque chose. Après, faut essayer, quoi. C'est une bonne chose aussi de savoir s'arrêter, en fait, et de pas se dire allez, on fonce quand même. C'est aussi quelque part écouter la communauté. Et en fait, en discutant avec Erwan, en faisant le petit débrief hier soir, ça m'a fait penser à la devise des Shadocks. Je sais pas si vous la connaissez. Non. Tu parles de la réunion de rédaction Arrête d'appeler ça une réunion de rédaction. On s'est juste téléphoné pendant 20 minutes hier. Alors, je vous la dire, en essayant continuellement, on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. C'est ça. Et du coup, sur ces très belles paroles, nous allons devoir faire une... Enfin, nous allons... C'est une obligation, quoi. Mais mais je suis un petit peu obligé de te rappeler qu'on est à la radio, des fois, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on est sur Fréquence Mutine. Du coup, il y a de la radio. Et du coup, il y a de la musique. Et du coup, Mito, fais ton boulot, je t'en prie. Et du coup, un autre album que j'ai trouvé, à la librairie Sapristi, c'est The Rex. Et du coup, soyez prêts à écouter du rock british. C'est très sympa, moi j'aime bien. Et voilà. Et après, tout le monde attend que je lance la musique, mais ça va arriver. Hein. Tout à fait. And your legs are cracking like stone.
Et voilà, c'était donc The Rex avec la chanson, si j'arrive à attraper le CD, The Final Hill. Voilà, donc de retour sur Radio Sapristi sur Fréquence Mutine avec Eoglass. Oui, et du coup, nous avions parlé d'entrepreneuriat, de démarchage de clients avec des illustrateurs. De factures. De factures, oui. Donc voilà, c'est ça dont on avait parlé. C'était très artistique ce matin, pardon. Et maintenant... Tu sais plus où t'es, là. Oh, bah oui, mais non, mais j'ai parlé de facturation avec des illustrateurs, donc c'est le monde à l'envers, tu vois. Pour moi, on est le soir, on est dimanche, il n'y a plus rien qui va, en fait. Et du coup, maintenant, on va peut-être attaquer un petit peu la partie littérature. Donc, vous nous avez apporté un petit bouquin qui s'appelle Le Monde des Cancres. Le Monde des Cancres, exactement. D'accord. C'est une bande dessinée. Alors nous, on est assez fans de tout ce qui est univers jeunesse, vous l'aurez compris, y compris dans nos lectures. C'est-à-dire que, bien sûr, on lit des livres pour adultes, mais pas uniquement. On aime beaucoup aussi la littérature jeunesse. Et donc, c'est une bande dessinée qui s'adresse aux, je dirais, 8-12 ans, on va dire, fin de l'enfance et début de la préadolescence. Voilà. Peut-être, Étienne, tu peux présenter les auteurs. Ouais. Donc il y a 3 auteurs sur cette bande dessinée qui vient de paraître, qui est paru en janvier. Donc on a Justine Cunha au dessin, qui a notamment qui s'est fait connaître par la bande dessinée. C'était un triptyque dont j'ai perdu le nom, c'est Dans les yeux de Lia, c'est pas ça ? Oui, Dans les yeux de Lia, c'est ça. Dans les yeux de Lia. Lia comme intelligence artificielle ? Non, c'est son prénom, Lia. Ah, d'accord. Ouais. Qui a un style très singulier, dont on reparlera peut-être un petit peu après. Et on a Nicolas Barry et Nina Phillips à l'écriture. Qui, pour le coup, viennent plutôt du monde du cinéma. Et donc, c'est ce qui fait aussi la singularité de ce tome 1 du Monde des Cancres. Donc, il y en aura plusieurs. C'est ce côté résolument cinéma, un peu animé, qui ressort dans l'écriture et dans les visuels aussi. D'accord, il y a un cadrage spécial, du coup, qui... Ouais, on voit tout de suite qu'il y a notamment l'utilisation des flous artistiques, ces espèces d'effets bokeh dans les images. On a des plans assez originaux, avec des angles assez singuliers qu'on voit pas tout le temps. Donc c'est ce qui marque la BD en première lecture. Et il y a autre chose d'assez rigolo quand la première page qu'on ouvre dans cette BD et qui donne le ton, c'est qu'on a un petit QR code. Et en fait, les scénaristes venant du monde du cinéma, ils ont une vision un peu 360 degrés des œuvres qu'ils créent. Et ça renvoie vers quoi alors ? En fait, ça renvoie vers une musique. Donc, en fait, d'accord, très bien. Trop cool. Ils ont travaillé avec Nash, donc alias Anna Shadid, sur une musique originale qui accompagne la lecture de la bande dessinée. Trop bien. Qui met dans l'ambiance directement. Ok, c'est une super idée. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, ils font des dédicaces en musique. Il y a des concerts de Nash, du coup, dans les librairies, pendant ça les dédicaces. Ça me rappelle auteurs, le bouquin qu'on a eu dédicacé de Gilda Java, qui était, ça s'appelait Sur un air de Java. Ah oui, d'accord. Et c'était des histoires c'était, en fait, qui étaient censées être musicales, quoi. Enfin, oui, mais c'est surtout les reprises de toutes ces histoires de la revue Casier, en fait. Ouais. Oui, il me semble. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi au début, genre je sais pas comment ça s'appelle dans le monde du cinéma, un petit preview. Vous savez, au début d'une série... Un flash forward, ok. Au début d'une série, quand on voit une petite minute de l'avenir, par exemple, et on se dit, et après la série commence, et on se dit, mais qu'est-ce que ça représente ? Et bien en fait, il y a ça dans la BD. Les 5 premières pages semblent décrocher, mais en fait, on comprend bien que c'est pas décroché et que c'est probablement quelque chose qui se passe à la fin. Mais c'est assez original, du coup. Ok. Du coup, de quoi ça parle peut-être ? Oui, j'ai été de quoi ça parle. Ouais. Ça se passe dans un pensionnat en fait, donc un pensionnat en fait, une école pour les enfants un petit peu difficiles. Donc les parents envoient les enfants un petit peu récalcitrants là-bas, dont le personnage principal de ce tome 1 qui s'appelle Benjamin. Et en fait, dans ce pensionnat, il y a un espèce de sous-sol secret où sont envoyés les élèves dissipés. Et donc, les enfants s'y retrouvent.
un des personnages principaux, c'est une petite bande en fait de 6 copains. Un des personnages principaux s'y retrouve, ses copains y vont aussi et ils font en fait de sacrées découvertes. Disons que sans spoiler, il y a pas mal de portes. Ce tome 1 en ouvre quelques-unes et on a de belles entre guillemets, de surprenantes surprises derrière chaque porte. Ouais. Voilà. C'est moi ça m'a rappelé un petit peu c'est Mathilda bien de en ne version pas dire ce qu'il y a. moderne. Ouais. Il y a de belles surprises et voilà, ça m'a rappelé Mathilda en version vraiment actualisée et moderne. Je ne connais pas. Quelqu'un peut m'expliquer? Mathilda, C'est une œuvre de Roald Dahl. Roald Dahl, ouais. Je sais pas comment Roald Dahl, oui, qui est sorti d'abord en littérature, donc celui qui a fait par exemple Le Bon Gros Géant, Charlie et la chocolaterie, etc. Ok, ouais. Et du coup, il y a également si, un je film connais. Mathilda, mais qui date maintenant. Alors moi, j'ai peur de dire des bêtises, mais ça a plus de 20 ans, je pense, Oui. facile. Mais Le Monde des Cancres, c'est quand même très différent. Mais je veux dire, il y a un petit peu cette ambiance-là de sous-sol interdit et de d'adultes, on va dire, un peu malveillants. Et le groupe d'amis, donc ce qui est super intéressant, c'est que chaque personnage a vraiment une personnalité assez forte. Là, dans le tome 1, c'est Benjamin qui est mis en avant, mais on sent à la fin du tome 1 qu'il y a vraiment du potentiel pour en faire d'autres et on a vraiment envie d'ouvrir d'autres portes. Ok, ça fait un peu Goonies, quoi, du coup. Ouais, c'est... Pour les plus, pour les plus... Non, mais les, tu les sais plus que jeunes, Stranger Things, Oui, quoi. oui, peut-être un peu, effectivement. Les Goonies, c'est quand même une très bonne référence. Moi, j'avais une autre référence, justement, quand j'ai pensé à ton bouquin que tu m'as dit, c'est un peu Mathilda version moderne, version 2020. Moi, vous connaissez Pénélope Bagieux, je suppose. Oui, bien sûr. Elle a fait le Sacré Sorcière. Oui, c'est un Roald Dahl aussi. Oui, c'est un Roald Dahl, Sacré Sorcière, et je l'avais jamais lu. Et je l'ai lu en BD. C'est avec la petite souris, c'est ça? Non? Sacré Sorcière. L'enfant qui se transforme en souris ou non? Je confonds alors, non? Il semble que c'est ça. Si, c'est ça. C'est ça. Et parce qu'il y a le. Et c'est une assemblée de sorcières dans un hôtel. Exactement. C'est ça. Oui. Ouais. Et du coup, oui, c'est ça. Donc, je savais bien qu'il y avait une petite souris. Ouais. Mais du coup, il y avait le trait de Pénélope Bagieux, puis et c'est une petite mémé. C'est une petite mémé qui est avec ses petits-enfants, et ses petits-enfants se transforment en souris. Parce que là, il y a le congrès international des sorcières qui se tient dans l'hôtel. Et voilà. Non, c'est une belle histoire d'amitié. Je pense que ça peut plaire. Enfin, nous, ça nous a plu, mais je pense que ça peut vraiment plaire à un public de pré-ado. Je sais pas, Étienne, ce que tu en penses. Mais... Ouais, clairement, moi, je suis bluffé par le trait de Justine Cunha, en fait, l'expression qu'elle arrive à mettre dans les yeux de ses personnages, notamment, qui est assez poignante. Ils ont quand même des yeux, pour dire quand même, ils ont des yeux assez grands et du coup ça fait vraiment inspiration manga, tu sais, tu trouves pas qu'ils ont comme ils ont des grands yeux manga dans les on dit c'est chobi, je sais plus. C'est possible. J'ai pas le terme exact, mais les grands yeux. Je sais pas ce qui nourrit la créativité de Justine Cunha, mais c'est effectivement il y a un petit côté manga dans les proportions qu'elle donne à ses yeux et exactement. Qui sont d'autant plus percutantes quand un personnage nous regarde, etc. Je trouve ça assez bluffant ce qu'elle a réussi à faire dans cette BD. C'est édité chez Dupuis. Oui, voilà. Merci. Eh bien, écoutez, on peut peut-être continuer dans la joie et dans la bonne humeur. Est-ce que vous voulez bien nous parler du coup de Linktobraze que vous avez il nous reste 5 minutes. Ouais, volontiers. 5 bonnes minutes. On va peut-être enfin parler de dessin. Ça c'est pas mal. Vous voulez pas un petit peu de facture avant? Non, parce que tu sais que moi, avant ma question avant le partenariat avec Créatonique, c'était parlez-nous de l'influence de la Bretagne sur votre travail. Et je pense que là, c'est bon, on a zappé. Linktobraze dirait que ça rejoindra avec la Bretagne. Ouais. Allez-y. C'est quoi Linktobraze? Linktobraze, c'est un challenge créatif. Qui a lieu en octobre. De chaque année, qu'on a lancé il y a 3 ans maintenant, et auquel on doit beaucoup. Donc déjà, à la base, c'est assez connu, Linktober. Oui, voilà. Nous, on l'a modifié. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que Linktober? C'est un concept qui nous vient aux États-Unis. J'ai oublié le nom du gars qui avait un... Jack Parker, je crois. Jack Parker, oui. Voilà, j'ai noté quelque part. Jake Parker, en 2009. Voilà, qui avait lancé cette idée d'établir une liste de noms un petit peu random. Il n'y a pas toujours de sens dans les mots qui liste de thèmes. C'était des thèmes, effectivement, un thème, un jour un thème. Et donc, il invitait les gens qui appréciaient ce qu'il faisait et puis qui avaient connaissance du challenge à le faire avec lui.
Donc à chaque jour, un nouveau mot est imposé et il s'agit de l'interpréter à sa manière et en général de le partager ensuite sur les réseaux sociaux, etc. Donc nous, c'est un peu sur un coin de table qu'on a démarré notre propre Lust sans aucune ambition à la base, il y a 3 ans maintenant. Le 30 septembre, la veille du 1er octobre, pendant un apéro, on s'est dit que ce serait quand même vraiment cool de faire une liste un peu Bretagne. On n'est vraiment pas du tout au dernier moment. Tout va bien, tout va bien. Et en fait, on lui doit beaucoup plus que ce qu'on pense, je pense, de ce truc-là, parce que quand on a lancé ça, on se cherchait encore, et je parle par exemple en termes de notre style, on n'avait pas stabilisé grand-chose, on s'est vraiment lancé sur un coin de table, sans bagage artistique, donc on a fait un peu les choses à l'envers, et ce challenge, il a été super efficace pour nous permettre de trouver notre style. Au fil des ans, en fait, le fait de dessiner autant, c'est un peu fatigant, mais ça fait qu'on a fini par se trouver, et je pense que c'est le cas de pas mal d'artistes quand on fait le voyage pendant un mois. Le défi, du coup, c'est par rapport à des thèmes, mais il y a eu plusieurs artistes qui l'ont fait, du coup. En fait, c'est un challenge que tu lances à tes amis et que tu t'auto-lances. Oui. Et du coup, en fait, ça te permet de chaque jour, tu dois produire un nouveau dessin. Ouais. Et du coup, en fait, ça te permet de créer un rythme et aussi d'aller puiser au fond de ton imagination pour faire un dessin différent chaque jour. C'est un défi collectif aussi, parce que du coup, là, par exemple, sur la 3e édition, on était environ une centaine à faire la même liste. Donc, en fait, tous les jours, on était une centaine à poster une illustration sur un thème commun. Ce qui était quand même vraiment, vraiment chouette. Donc parfois, ça pouvait arriver qu'on ait un peu les mêmes idées que le voisin, parfois pas du tout. On se disait, c'est trop cool comme idée. Et voilà, c'est un défi collectif aussi. Du coup, voilà, en fait, tu as un seul mot et tu as 100 personnes et tu auras 100 interprétations différentes. Oui. C'est ça qui est fou. Et du coup, ça permet aussi aux gens, vous précisez aussi que peu importe la manière de le faire, le niveau, parce qu'en fait, on a toujours envie de se dire, non, mais moi, je sais pas très bien dessiner. C'est un peu le concept du, non, mais vous avez vu ce qui vous faites vous, moi, par rapport, je ne veux pas m'en mêler. Et j'ai été sur Instagram, sur le hashtag Inktobraze, et on a vraiment différents niveaux. Et en fait, c'est très agréable de voir qu'il y a des gens qui osent, en fait. Voilà. Et même si ce n'est pas ouf, à un moment donné, à force de faire, en fait, il faut arrêter d'imaginer que l'inspiration ou le dessin serait quelque chose de totalement inné, qu'on naîtrait et qu'on saurait tout de suite dessiner comme Picasso, ou qu'on serait toujours une pauvre merde qui dessinerait des bonhommes patates. Et non, on progresse en fait. Du coup, on vous invite à aller voir, du coup, s'il y a un Instagram, un truc. Oui, il y a l'Instagram de Hourglass. Ouais. Tu voulais dire quelque chose ? J'allais dire que c'est en plus sur ces profils de personnes très débutantes qu'on observe la progression les plus incroyables en fait. Parfois même entre le 1er octobre et le 31, c'est fou en fait la progression que peuvent avoir des niveaux débutants en fait qui est encore plus importante que celle d'Étienne par exemple. Oui, marquante moi je trouve. Ça libère comme tu dis, en fait, il n'y a pas de secret. Il faut bosser. C'est comme n'importe quelle autre compétence. Le dessin, c'est en bossant que ça vient, quoi. Et c'était vrai pour nous, et c'est super vrai aussi pour plein d'autres artistes qui participent avec nous chaque année, qui se voient et qu'on voit progresser au fil du challenge. D'accord. Écoutez, il nous reste 2 minutes. Du coup, vous... Oui, non, j'ai juste fait un petit signe, je voulais pas te déconcentrer. Non, mais écoutez, est-ce que vous avez des recommandations, des choses que vous vouliez rajouter, des gens que vous voudriez mettre en valeur ? Il y a 1 minute. Déjà, nous, on était super contents d'être invités ici ce matin. C'est gentil. Nous, on est contents de vous recevoir aussi. Oui, on est très contents de vous recevoir aussi. Et c'est vrai que, mine de rien, Sapristi, en fait, on s'est connus un peu... en tout cas, nous, c'était un peu nos débuts aussi, il y a quelques années. Oui, 2019, on a commencé en même temps, finalement. Ouais, c'est ça. Et on a toujours été super enthousiastes à l'idée de contribuer humblement et en tout cas d'observer votre développement. Et, votre beau projet. On est vraiment fan de ce que vous avez réussi à faire du projet Sapristi et de ce que vous mettez en place. Je pense à Roku et aux marinades. Vous redonnez la pêche. C'est là que je vous ai connus tous les deux, je crois. Vous faites même venir des gens de rive gauche comme nous, rive droite, c'est dire. Et pour ça, j'ai oublié de préciser, vous venez de Bellevue. Ouais, on habite dans le quartier de Langevin, donc de l'autre côté de Bellevue, mais rive gauche. Oui. Après le pont bleu.
Oui, juste après le pont Sur bleu. la droite. Sur la droite, juste à la gauche, il y a... Il y a Bellevue et nous, de l'autre côté du boulevard, on est à droite. Ah d'accord, Ouais. il y a la fac d'un côté et vous C'est de ça, l'autre. exactement. Ok. Mais on était au centre-ville avant, mais on n'a jamais habité rive droite. Enfin, moi, j'ai grandi rive droite. J'étais petite, mais ensemble, on n'a jamais vécu rive droite. C'est marrant parce que normalement, on a un questionnaire, une interview brestoise, mais en ce moment, comme les invités sont tellement intéressants, sans flatterie, en fait, on lâche les interviews brestoises et aussi interviews littéraires. Et c'est le moment on où approche de la fin. On est même à la fin, en fait. Je rends l'antenne. À vous les studios. À vous les studios. Salut. Salut. Du coup, merci Euroglace d'être venu. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines sur Fréquence Mutine pour Radio Sapristi. Salut. Salut. Bye bye. Salut. Vous croyez donc appartenir à une aristocratie d'électeurs? Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si j'y appartiens. Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie d'électeurs. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas le dégommer à l'arbalète quand même. On les a amenés là, avant ils lisaient Nous deux ou La vie en fleurs. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que avant les gens étaient humbles devant finalement la littérature, alors que maintenant, ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris maintenant, ce qu'ils n'avaient pas avant. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles!